Eh ben alors, merci à tous d'être là, encore là ou nouvellement là pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc, on entame le dernier moment de cet après-midi d'échange autour du prix Fondation Cognac J. J'espère que vous avez beaucoup appris avec les intervenants de la conférence et des ateliers. Là, on va rentrer dans un temps un peu plus d'information concernant le prix. En espérant que ça réponde globalement aux questions que vous vous posez. Et puis, évidemment, on prendra le temps aussi d'écouter vos questions. Alors, avec Nicolas, on s'est dit qu'on allait rentrer par le vif du sujet et que donc, on allait commencer par vous proposer un petit sondage pour savoir un petit peu ce que vous connaissez déjà du prix, de la fondation et pouvoir en fait commenter avec vous les réponses, qui sera aussi une manière finalement d'aborder la plupart des questions que nous avons prévu de traiter. Alors, je regarde juste parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Alors, donc, du coup, je vais ouvrir le vote pour le sondage et vous devriez le voir apparaître. D'accord. Je vois que le vote progresse à vitesse grand V. Vous êtes déjà 71% à avoir voté. On se donne encore 30 secondes? Oui, on est à 3 minutes là, donc on va... Ok, je vais, On met fin au vote. je vais mettre fin au vote. Tu le fais, Georgia? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, question numéro 1. La Fondation Cognac J est une fondation d'entreprise qui finance des projets sociaux. Donc, vous avez répondu oui à 82% et non à 18%. Ce qui prouve bien qu'il est important de faire un petit rappel sur ce qu'est la Fondation Cognac J. Alors, la Fondation Cognac J, ce n'est pas du tout une fondation d'entreprise. La Fondation Cognac J, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1916, qui a été fondée par Monsieur Cognac et Madame J, les époux Cognac J, qui étaient les fondateurs de la Samaritaine, donc ceux qui ont créé les grands magasins de la Samaritaine, et qui, à peu près au même moment, enfin, dès que la Samaritaine a commencé à avoir du succès et donc à générer des bénéfices, ont créé une fondation associée pour, au départ, c'était de la philanthropie assez typique de leur époque, hein, c'était pour venir en aide à leurs salariés et plus largement d'ailleurs à l'ensemble des nouveaux employés du grand commerce parisien. Donc, il y avait deux questions en fait dans cette question. Est-ce que c'est une fondation d'entreprise? Pas du tout. Donc, elle n'est pas adossée à une entreprise. La Fondation Cognac J, elle n'a plus de lien avec... elle n'a jamais été une fondation d'entreprise. Elle a toujours été séparée de la Samaritaine. Et elle n'a plus de lien avec la Samaritaine depuis les années 2000. Donc, c'est vraiment une fondation reconnue d'utilité publique. Et cette fondation, elle fait quoi? Eh bien, c'est une fondation qui gère des établissements qui viennent en aide à des personnes en situation de fragilité. Donc, c'est des personnes qui vont être malades, par exemple, des personnes qui vont être en situation de handicap, des jeunes qui vont être en situation de carence éducative et qui vont devoir être temporairement retirés à la garde de leurs parents, des jeunes qui vont être dans des situations socio-culturelles compliquées et avoir des difficultés scolaires. Donc, toutes des personnes très âgées, par ailleurs. On a aussi un EHPAD, un espace pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est à peu près tous les âges de la vie, avec un arc assez large d'action. 13 établissements, beaucoup en Île-de-France, un petit peu en région. Par exemple, en Haute-Savoie, parce que c'était le lieu d'origine des Cognac J, tout simplement. Et 2000 salariés à ce jour. Donc, c'est une fondation qui est de taille assez importante aujourd'hui. Quand on dit qu'il finance des projets sociaux, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce qu'il y a le prix Fondation Cognac J, qui lui est là pour soutenir justement et développer la solidarité sociale de demain, ce qui est plus largement le rôle du laboratoire des solidarités. Mais la Fondation n'a pas d'action de mécénat par ailleurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas de département mécénat. Nous ne répondons pas, par exemple, à des appels au mécénat, on en reçoit régulièrement, mais on ne peut pas y répondre. Alors, pour une raison assez simple, c'est que la Fondation vit sur ses fonds propres. Ce n'est pas une fondation qui fait appel à la générosité du public. Et du coup, les fonds qu'elle a, elle les réinvestit quasiment à 100%, sauf une part congrue qui est dévouée au laboratoire des solidarités dans ses actions au quotidien, dans les 13 établissements qu'il faut qu'elle fasse vivre. Donc, il n'y a pas d'action de mécénat. Et c'est important de le comprendre parce que vous allez voir que ça influe sur la manière dont est conçu l'appel à projet, le prix Fondation Cognac J.
Alors, juste je reviens d'abord sur la question numéro 2. Les innovations sociales soutenues par la Fondation Cognac-Jet sont exclusivement dans le domaine de la santé. Alors, pas du tout. Tout simplement déjà parce que notre action à nous, au quotidien, elle n'est pas que dans le domaine de la santé. Comme vous pouvez le voir, on a un panel d'actions qui est bien plus large que ça, qui couvre à la fois le médico-social, le social, l'enseignement. Et donc, déjà de base, notre métier est très ouvert en termes de secteur d'intervention. Et de manière générale, l'idée, c'était au contraire d'avoir une approche extrêmement large de la solidarité, puisqu'on est assez convaincu qu'il y a beaucoup de passerelles entre les solutions qu'on peut imaginer pour des besoins ou publics différents et que donc travailler en silo ne nous semblait pas être une solution d'avenir. Alors, hop, on va descendre et je vais aussi avancer un petit peu. Donc, juste un petit zoom sur le laboratoire des solidarités. C'est important que vous sachiez dans quoi se situe le prix Fondation Cognac-Jet. Donc, le prix, c'est un des piliers de ce laboratoire qui est globalement un dispositif de recherche et développement et qui s'appuie aussi sur 3 autres piliers. Une base de connaissances en ligne, solidarum.org, que je vous invite à aller regarder. On vous a d'ailleurs envoyé des liens vers des ressources qui venaient notamment de Solidarum, mais pas seulement, parce que la Fonda est aussi, par exemple, un producteur de ressources. Et dans lequel, donc la base, c'est un endroit où on recense les innovations sociales et solidaires qu'on repère un peu partout dans le monde. Donc, il y a aujourd'hui un peu plus de 400 ressources qui sont déjà recensées. Et il y en a de nouvelles, une centaine de nouvelles qui arrivent chaque année. Donc, c'est un travail en cours et qui nous permet de se tenir au courant, finalement, de ce qui se fait de plus innovant en matière de solidarité sociale et pas qu'en France. Donc, je vous invite à consulter régulièrement parce que ça peut vous intéresser également. Vision solidaire pour demain, c'est une revue, comme vous le voyez, une revue qui paraît une fois par an, qui pour le coup est une manière pour nous, parce qu'elle est thématique, de consolider un travail spécifique sur une thématique de la solidarité qu'on avait envie d'explorer d'un point de vue plus prospectif et stratégique. Donc, cette revue, par exemple, elle est remise à tous les participants tous les ans aux rencontres solidaires, qui sont donc le 3e pilier de l'action du laboratoire et qui est un moment justement de rencontre. Alors, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui, mais on croise les doigts pour que ce soit possible le 2 avril prochain, la date qui a été retenue pour les prochaines rencontres solidaires. Ça se passe au 104, on draine beaucoup d'Île-de-France évidemment, mais des gens qui viennent un peu de toute la France. Et c'est vraiment le moment où on essaye de mettre en commun et de réfléchir en commun, mais en présence, sur la base de tout ce qui a pu être accumulé pendant l'année. Donc le prix, il entre dans cet écosystème. Il fait partie de cette dynamique générale de recherche des innovations en solidarité sociale et de soutien, de développement de ces initiatives. Donc c'est à la fois pour les mettre en visibilité et pour les soutenir très concrètement. Alors, je continue sur notre petit sondage. J'ai besoin d'un soutien financier pour le fonctionnement de mon activité, mais je n'ai pas besoin d'accompagnement. Puis-je candidater? Alors là, on est sur un 52-48, donc visiblement, vous n'êtes pas complètement sûr. Donc ça, on va trancher. On va trancher très clairement. Hop, ça, ce sont les critères d'éligibilité du prix et ils sont vraiment importants à retenir. C'est très important que vous ayez en tête que justement, parce que la Fondation ne peut pas se permettre de faire du mécénat, donc de l'accompagnement au long cours sur du fonctionnement, des besoins de fonctionnement des projets solidaires, qu'ils soient associatifs, coopératifs ou autres, le prix est vraiment consacré à des moments de développement, soit d'émergence, soit de développement, donc à une phase d'investissement, à un moment où il se passe quelque chose de particulier dans la vie d'un projet, soit parce qu'il est naissant, tout simplement, une émergence de projet, soit parce que c'est un projet qui va, à un moment donné, connaître un développement, un changement, une évolution, qui peut être, d'ailleurs, de l'essaimage, c'est la première qui vient à l'esprit, mais pas forcément. Donc, c'est important parce que ça veut dire que si c'est un projet qui fonctionne et qui a besoin simplement de trouver, ce qui est très important, hein, mais qui n'est pas notre rôle à nous, de la subvention, du mécénat pour continuer à fonctionner tel qu'il est, ça ne concerne pas le prix. Donc, ça n'est pas la peine de perdre du temps à remplir un dossier. C'est important parce que votre temps est précieux. Donc, c'est important de candidater là où ça peut avoir un intérêt. Et une manière de bien cibler, c'est de vous demander si vous avez besoin d'accompagnement. Parce qu'on le verra plus précisément, mais la dotation, ce n'est pas que de l'argent.
Et ça n'est qu'un tiers de la dotation, l'argent. Et donc, si vous n'avez pas besoin d'un accompagnement en incubateur et un accompagnement en communication, eh bien, le prix, finalement, ne vous servira pas à grand-chose. Donc, autant que vous alliez là où ça vous est utile. Question 5. Mon projet est avant tout écologique. Puis-je candidater? Alors, là, vous avez répondu à 78% oui et à 22% non. Eh bien, en fait, la réponse, c'est non. Alors, pourquoi non? En fait, c'est un non qu'on va commenter. Parce que l'objectif premier du prix, c'est de soutenir les projets solidaires, c'est-à-dire les projets qui vont se tourner vers des actions qui sont en faveur de publics en situation de difficulté, de publics fragilisés, et qui vont aller dans le sens d'une plus grande accessibilité ou d'une plus grande inclusion ou d'une meilleure qualité de vie, etc. Donc, bien sûr que si on regarde au sens très large, au sens sociétal du terme, avoir une vision écologique et durable et solidaire, parce que c'est solidaire avec les générations futures. Mais ce qui va compter pour pouvoir candidater au prix et pouvoir espérer avancer dans la sélection, c'est qu'il y ait une dimension solidaire à cette vocation écologique. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple très concret. L'année dernière, on a eu plusieurs lauréats d'ailleurs qui étaient comme ça, mais j'en ai un en tête dont le projet était de faire du recyclage de biodéchets qui provenaient des restaurants et des commerces de la ville de Bordeaux. Mais ce recyclage ne se faisait pas, c'était pas juste ça le projet. Le projet, c'était de le faire avec des personnes en situation de précarité qui étaient éloignées de l'emploi et pour lesquelles rentrer dans ce cycle de recyclage, de collecte et de recyclage des biodéchets allait devenir un moyen de réinsertion et d'accès à l'emploi pour reconstruire une meilleure insertion sociale ou une insertion sociale tout court selon leur statut de départ. Donc, on va privilégier des projets qui vont avoir ce caractère hybride, c'est-à-dire qui vont prendre en compte dans la vocation, par exemple, écologique, une dimension solidaire immédiate. D'accord? Donc ça, c'est très important que vous l'ayez en tête parce que, pour le coup, là encore, notre objectif est toujours de vous aider à viser le plus efficacement possible. Autre question. Mon projet est un produit commercial pour améliorer le quotidien de publics fragilisés. Puis-je candidater? Alors là, on voit que vous êtes assez divisé sur la réponse puisqu'on est à 58-42. Alors, la réponse est non. Alors, pourquoi la réponse est non? Eh bien, parce que là encore, le critère numéro 1, c'est la solidarité. Et dans solidarité, il y a accessibilité. Donc, c'est très bien que des projets existent et se développent pour proposer des produits qui permettent, par exemple, d'améliorer la vie dans les EHPAD ou qui se tournent vers l'amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas notre champ d'action. Ce n'est pas notre champ d'action. En revanche, si le même projet nous dit en fait, moi j'ai ce côté-là, mais j'ai aussi une partie de mon projet qui prévoit qu'une partie de ce qui est, par exemple, du coût de ce qui est payé soit mise dans un pot commun qui, lui, va donner accès à des personnes qui n'auraient pas les moyens, qui va permettre à ces personnes-là de se procurer le produit en question, par exemple. C'est-à-dire que le projet a prévu une branche solidaire, une branche qui donne accès à ceux qui ne pourraient pas. Alors, là, il va devenir éligible. La limite, elle est là. Mais si c'est un produit commercial, il ne rentre pas dans le champ de la solidarité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile socialement. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que ce n'est pas notre scope. Georgia, oui. On nous fait signe dans le chat qu'on a raté la question 4. Ah, pardon, j'ai raté une question. Ah bah oui, tout à fait. Merci de le signaler. Merci d'être aussi attentif. Alors, mon projet n'est pas porté par une association, puis-je candidater? Ah bah oui, ça ne m'étonne pas que ça soit resté dans votre esprit. Donc, on est à 55-45, donc oui, 55%, non, 45%. Eh bien, oui, si votre projet n'est pas porté par une association, vous pouvez candidater. Pour le coup, c'est vraiment les critères, c'est solidaire, innovant et en évolution. Donc après, si ce solidaire innovant, il est porté par une coopérative, il est porté par une entreprise sociale, par une association, eh bien, pour nous, c'est égal. L'important, c'est que
ça aille dans le sens d'une dynamique solidaire. Donc, même éventuellement une entreprise à but lucratif, alors à but lucratif encadré, peut tout à fait candidater si elle a une dimension solidaire. Donc, si elle a bien pris en compte tous les critères, notamment d'accessibilité, accessibilité financière, économique, sociale, culturelle, de ce qu'elle prévoit. Je continue en essayant de ne pas rater de questions. Alors, donc là, juste pour terminer sur ce slide, donc, je pense qu'il est assez clair en lui-même. Ce qui comptait, c'était vraiment qu'on revienne sur cette dimension de solidarité. L'idée de l'évolution et de l'accompagnement, on en a parlé. Sur l'innovant, juste un tout petit point. L'idée, c'est pas d'être forcément disruptif. C'est pas de réinventer à chaque fois quelque chose d'absolument révolutionnaire. Si ça vous arrive, c'est génial. Mais déjà, quand on comble un manque là où il est, quand on améliore une offre quelque part, on est déjà dans quelque chose d'innovant, puisqu'on apporte du nouveau. Pour nous, c'est ça qui va être intéressant. Donc, si par exemple, c'est le développement dans un nouveau territoire de quelque chose qui n'était absolument pas présent, mais que par exemple, on a détecté dans un territoire lointain et qu'on se dit, tiens, c'est vachement bien, on va le faire parce que c'est bien de l'importer là, eh bien, ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre. Il ne s'agit pas du tout de se dire que, par exemple, ce n'est pas forcément technologique, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on a fait du numérique aujourd'hui qu'il faut penser que c'est pour nous un critère majeur. Ça n'est pas du tout le cas. Alors, donc, là, ça va nous permettre de répondre à la question suivante. J'ai une bonne idée et je viens de commencer à la développer, puis-je candidater? Alors là, par contre, c'est clair, vous êtes 92% à savoir que oui, et vous avez parfaitement raison. Le prix comporte 2 catégories pour permettre à tout le monde de participer. La catégorie vision qui concerne justement les projets en émergence. Exactement cela, la bonne idée que je viens de commencer à développer. Mon projet a moins d'1 an, j'ai peut-être même pas encore de structure juridique. Par contre, j'ai quand même une idée, je sais ce que je veux faire. Je ne me dis pas juste, tiens, je ferais bien quelque chose pour aider les gens. Parce que ça, il y a des structures qui accompagnent ça, mais ça, c'est trop en amont pour nous. Vous pouvez, par exemple, vous tourner vers Ticket for Change si vous en êtes là de votre parcours. D'accord? Mais si vous avez déjà cette idée, que vous savez déjà à peu près ce que vous voulez faire, vous avez un peu testé, vous en avez parlé, vous avez une idée d'équipe, vous êtes en cours de structuration du projet, là, la catégorie vision vous correspond parfaitement. Et puis, on a une autre catégorie qui s'appelle accélération, et qui là concerne des projets qui sont déjà éprouvés, qui existent depuis plus d'1 an, qui ont une structure juridique et qui peuvent même exister depuis 10 ans. Ce n'est pas un problème, on peut être innovant au bout de 10 ans, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, on décide qu'on va évoluer, on va grandir, on va changer de projet, on va rajouter une branche, on va faire quelque chose de différent. Et bien là, on peut candidater au prix Fondation Cognac-Jet pour être accompagné, soutenu à la fois financièrement et par un accompagnement expert sur ce nouveau développement qu'on veut mettre en marche. Et pour lequel, du coup, même si on est déjà rodé sur autre chose, on peut avoir besoin d'aide, au-delà de l'aide financière, je veux dire. Donc, on est arrivé au bout du sondage. Donc, vous voyez que ce n'est pas inutile quand même de se poser ce genre de questions parce que ce n'est pas si facile que ça de cerner les différents acteurs qui portent des appels à projets et qui sont, je le sais bien, nombreux en France et dans le champ de la solidarité ou de l'innovation sociale. Donc voilà, c'était une manière pour nous d'essayer de vous donner un peu plus de visibilité, de clarté sur à la fois les critères d'éligibilité et qui nous sommes, parce que c'est important de savoir où on candidate pour savoir si on va aller à un endroit qui nous correspond aussi. C'est très important. Je vais passer la main à Nicolas, qui est donc l'animateur de communauté du prix Fondation Cognac-Jet depuis plusieurs années déjà, pour prendre la suite de cette description, de ces explications sur le prix Fondation Cognac-Jet. Et puis, de toute façon, je reste parmi vous, on pourra échanger et répondre à vos questions tout à l'heure. Nicolas, à toi. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Moi, je m'appelle Nicolas Openot. Donc, je m'occupe d'animer les communautés du prix et plus largement du laboratoire des solidarités que Georgia vous a présenté. Donc, c'est à moi que vous aurez, c'est moi que vous trouvez derrière les adresses mail et les réseaux sociaux. Et c'est moi qui vous accueillerai quand vous serez invité à passer devant le jury si vous êtes sélectionné et par la suite à recevoir votre prix si vous êtes lauréat. Voilà. Alors, avant de passer à la slide sur la dotation, j'aurais souhaité vous présenter un lauréat, une lauréate plus précisément,
qui est parmi nous et qui avait, quand elle a candidaté justement, un très beau projet en vision qui a été soutenu par le prix et qui a pu du coup aller de l'avant. Et je voulais qu'elle nous en parle. C'est Mélanie Poirot. Est-ce que Mélanie, vous êtes là? Le partage. Mélanie, si vous pouvez prendre la parole, du coup, je vais vous voir. Il faut réactiver votre micro pour ce faire. C'est bon là? Oui. On vous entend. Et par contre, je ne peux pas avoir la vidéo en même temps. Voilà. D'accord. Eh bien, alors nous allons vous écouter attentivement. Écoutez, posez-moi une question, mais je peux vous dire que le prix Cognac J a été pour nous extrêmement important. Très important d'abord en matière de confiance, parce que nous sommes une toute petite association dans une zone rurale et que vous nous ayez fait confiance, ça nous a déjà donné le moral. Et puis ensuite, ça a été important en matière de communication. Alors, pas au niveau de la presse, parce que la presse ne s'intéresse pas aux zones rurales, mais quand nous avons eu votre prix, nous sommes allés voir les autorités locales, entre autres le sous-préfet, qui a commencé à nous prendre en considération et qui nous a appuyés, au moins moralement, dans nos démarches. Et puis, bien sûr, les 5 000 € que vous nous avez accordés, ça nous a beaucoup aidés, de même que l'accompagnement, mais peut-être l'accompagnement un peu moins. C'est les 3 points principaux qui nous ont beaucoup aidés. Et nous avons pris un développement considérable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Bien. Bon, je vous propose qu'on poursuive la présentation. Et puis, donc Mélanie est parmi nous. On pourra revenir. Vous pourrez poser vos questions aussi aux lauréats qui sont présents. Il y en aura d'autres par la suite que je vous présenterai. Georgia, est-ce que tu actives le PowerPoint? Ok. Donc, la slide suivante est donc sur la dotation du prix. Donc, vous voyez que c'est une dotation qui est composée de plusieurs axes. Le premier concerne le numéraire. Donc, vous recevez, lorsque vous êtes lauréat, 5 000 € en numéraire. Le second, c'est un accompagnement. On a bien souligné que parmi les critères importants lorsque vous présentez votre projet, c'est celui de montrer en quoi vous avez besoin justement d'être accompagné, parce que on vous permet de suivre un accompagnement chez un de nos incubateurs partenaires pendant 6 mois, qui va vous permettre de développer votre projet et avec lui, en trouvant avec lui le sujet que vous aurez envie de développer au moment où ce sera le cas, et pour vous permettre de franchir une étape. Autre part de la dotation, vous avez 5 000 € qui sont fléchés également sur l'aspect communication avec notre partenaire Make Sense, qui vous accompagne dans la structuration de votre communication de façon personnalisée. Et par ailleurs, on produit une vidéo promotionnelle qu'on vous donne, enfin dont vous pourrez l'exploiter, et qui vous permettra de présenter votre projet par la suite, comme vous le souhaiterez. Enfin, lorsque vous êtes lauréat, vous êtes invité au 104 pour la cérémonie de remise des prix. Et toute l'après-midi qui précède la cérémonie, vous êtes à l'honneur de cette journée, puisqu'il y a un espace qui est réservé pour les lauréats ainsi que la communauté du prix au sens large, puisque les anciens lauréats sont aussi invités à être représentés, et vous pouvez ainsi rencontrer les personnes qui suivent ces rencontres et présenter votre projet à un écosystème social et solidaire assez large. Et puis enfin, vous intégrez cette communauté du prix que j'ai le plaisir d'animer, et dans lequel on cherche à tisser des liens, à partager des ressources et à faire avancer la solidarité sociale ensemble.
Voilà. La slide suivante, Georgia. Oui, je voulais juste préciser que la fameuse vidéo promotionnelle, parce que souvent les gens ne l'imaginent pas, mais la plupart de nos candidats, de nos lauréats, l'utilisent pour candidater au prix d'après. Et ça marche assez bien. Moi qui suis jurée dans d'autres prix, je l'ai vu passer, ça m'a beaucoup fait rire. Mais voilà, c'est le but de l'opération, c'est de vous servir. Ah, ben voilà le bonus, bien sûr. Quand même, petit bonus. Donc, oui, pour, lors des rencontres solidaires, et ça va être une première cette année, puisqu'on avait une formule différente les années précédentes, mais on va demander au public des rencontres solidaires de voter pour un des 10 lauréats qui seront présentés lors de cette journée. Et celui qui remportera le plus grand nombre de votes se verra offrir 5 000 € supplémentaires. Ce sera donc le prix du public des rencontres solidaires. Voilà. Alors, quelques grandes dates à retenir pour le prix. Vous êtes en train peut-être de candidater. Tout le monde ne candidatera peut-être pas cette année. Vous êtes là aussi par curiosité sur le prix et vous avez bien raison. Les candidatures vont être closes le 5 novembre. Et ensuite, nous allons éplucher vos dossiers avec joie et plaisir d'ailleurs. Et on vous annoncera la première sélection des finalistes le 4 décembre. Ceux qui seront finalistes seront invités à venir se présenter devant le jury pour défendre leur projet le 15 décembre. Alors, on insiste sur cette date parce que d'ores et déjà, on vous invite à la noter dans votre agenda pour que vous soyez bien disponible à ce moment-là et que vous puissiez vous présenter et présenter votre projet. Vous verrez, c'est une journée qui se veut aussi apprenante, comme celle-ci. On aime bien convoquer les gens et faire en sorte qu'ils repartent avec quelque chose quand on les invite à un événement. Donc, il y a une matinée apprenante et puis l'après-midi, vous passez devant le jury. C'est un oral qui dure un quart d'heure, si je me trompe pas, Georgia, et où on veut vous rencontrer principalement. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de venir avec des slides et présenter tout un tas de documents sur votre projet. Ça, on a déjà le dossier en main, mais c'est vous qu'on veut rencontrer à ce moment-là. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose, Georgia. Non, juste vu le contexte, on est obligé de le dire. Nous, on tient à maintenir cette journée, alors, sauf si on est en période vraiment de confinement, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de quitter notre propre région, par exemple, ou des choses de ce type-là, qui nous rendraient le déplacement totalement impossible. Vu qu'il y a 10 lauréats, il n'y a que 20 finalistes, on est en capacité de les recevoir dans une salle suffisamment grande et suffisamment sécurisée pour qu'on puisse maintenir ce moment en physique avec le jury. Donc, on va vraiment tout faire pour éviter le côté distanciel, parce que là, pour le coup, c'est quand même vraiment pas la même chose de présenter son projet via une vidéo que d'être physiquement présent et de pouvoir regarder les gens dans les yeux et de leur poser de répondre à leurs questions. Donc, normalement, on a toute la capacité à le faire, sauf, je vous dis, voilà, si on ne peut plus voyager, bon là, évidemment qu'on on fera autrement. Mais on a vraiment l'objectif de maintenir cette journée du 15. Alors, puisqu'on parle de cette journée devant le jury, j'aurais souhaité donner la parole à un autre lauréat, une autre lauréate qui est parmi nous et qui, je vois l'heure qui file, doit partir dans pas très longtemps. Il s'agit d'Alexandrine. Alexandrine, est-ce que tu peux activer ton micro? C'est bon? Oui, on t'entend. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Alors, peut-être que tu peux présenter rapidement ton projet qui a été récompensé l'année dernière du prix. Et puis nous parler peut-être rapidement de comment s'est passée cette journée de sélection et plus largement de ce que le prix a apporté à votre association. D'accord. Alors, notre projet, il consistait à proposer un hébergement aux femmes victimes de violences, parce qu'on habite dans le 77 et le territoire sur lequel on habite, il y a très peu d'associations qui proposent un accompagnement à ces femmes.
Et donc, nous vraiment, on voulait leur proposer un hébergement pour que quand elles quittent le domicile ou elles sont en situation de grand danger, elles puissent se retourner vers un foyer bienveillant pour les accompagner. Voilà, voilà. Et question par question. Ouais, comment s'est passée cette journée d'oral? Tu as quel souvenir, toi, Ah, elle était top. On a fait des rencontres. On a pu découvrir d'autres projets. En fait, c'était super intéressant. On avait des belles rencontres. Et le fait de passer devant le jury, c'était intéressant aussi. Ça nous rappelle un peu l'école. Et voilà, c'était top. C'était une bonne expérience. Bon, et ton accompagnement? Alors, l'accompagnement, en fait, on est dans un incubateur et on nous présente des professionnels pour travailler un projet. Nous, ce qu'on a voulu travailler, c'est la partie économique parce qu'on est un peu sous perfusion des subventions, excusez-moi, des subventions de l'État et on voulait un petit peu devenir indépendant. Donc, on a travaillé un petit peu cette partie économique avec des professionnels et on y est encore et c'est top parce qu'on peut échanger, on peut avoir des points de vue, voilà, c'est super. Et on y est presque. Notre projet, c'est de mettre en place un food truck qui sera mené par les femmes qu'on suit. Et voilà, on y est et puis on est en train de le travailler. On a trouvé la moitié des fonds et on continue à être suivi par les professionnels dédiés par la ruche et c'est top. Elles sont gentilles, elles sont à l'écoute et elles s'adaptent vraiment au projet. C'est super. C'est super. D'autant que là, on a eu une année très particulière, parce qu'avec le Covid, il a fallu faire des accompagnements en partie à distance. Oui. On a dû tout reporter, tout adapter. Et je pense que, vous allez me confirmer, Alexandrine, mais il me semble que les partenaires ont vraiment fait l'effort de s'adapter à une situation extrêmement nouvelle. Elle s'adapte à tout, en fait. Elle s'adapte vraiment plus on a fait de la visio. Ensuite, on s'est donné des rendez-vous un petit peu à l'extérieur. On a fait, voilà, elles se sont vraiment adaptées de A à Z. Bon, super. Merci beaucoup. Merci, Alexandrine. Je reprends le fil des dates dont on voulait vous parler. J'arrive. Voilà, donc une fois que vous êtes passé devant le jury, assez rapidement, vous saurez si vous êtes lauréat ou non. Et dans les mois qui suivront, puisque nos rencontres solidaires et nos remises de prix seront le 2 avril, on aura tout ce temps pour préparer cette journée et pour qu'elle soit la plus optimum possible pour vous, pour que vous puissiez bien parler de votre projet, bien le présenter et puis qu'on ait de belles rencontres et une belle remise des prix. Donc, c'est un événement qui est assez millimétré parce qu'on a finalement peu de temps pour faire beaucoup de choses, on a envie de faire plein de choses, mais on est là pour vous accompagner et jusqu'à ce grand rendez-vous qui a souvent un très bon souvenir pour les lauréats. Oui, puis c'est millimétré parce que sinon les remises de prix c'est pénible, ça peut être très très long. Donc chez nous non, chez nous c'est moins d'1 heure. Voilà, et puis par la suite, donc, dès le début de l'année prochaine, vous commencerez votre accompagnement, encore une fois, si les conditions le permettent, auprès des incubateurs, de façon distante ou pas. Et puis, on vous retrouvera la prochaine journée de la communauté du prix, comme on a plaisir à retrouver nos anciens lauréats des années passées. Absolument. Voilà. Donc, j'insiste bien sur ces 2 dates, 15 décembre, 2 avril. Vous pouvez mettre une croix déjà dessus jusqu'au résultat du prix. Parce que si vous êtes finaliste, on vous convoquera pour le jury. Et puis, de toute façon, tout le monde peut mettre une croix sur le 2 avril parce que vous êtes tous chaleureusement invités aux rencontres solidaires qui vous intéresseront tous. Alors, est-ce que, Nicolas, oui. Il y a 2-3 questions là qui sont sorties qui portent vraiment sur les accompagnements et tout ça. Peut-être on peut les prendre vite fait là avant de passer à… Vas-y, je t'en prie. Ouais.
j'ai vu passer deux choses. Alors, d'une part, j'ai vu la demande concernant qui sont les partenaires. Alors là, pour le coup, je ne vais pas les lister maintenant, mais vous avez toutes les informations sur le site du prix. Si vous allez sur Prix Fondation Cognac Jet, vous allez trouver toutes les infos. Il y a la liste des partenaires, il y a bien sûr les dates clés que vous avez là. Toutes ces informations-là sont sur notre site. Donc, parmi les partenaires, vous avez la Ruche, elle a été citée, vous avez Make Sense, mais vous en avez plein d'autres. On a des partenaires en région, puisque notre idée, c'est que évidemment, chaque lauréat puisse être accompagné au plus près de chez lui. Donc, chaque année, d'ailleurs, on agrandit notre maillage régional au fur et à mesure que des incubateurs se développent pour essayer de faire en sorte que les lauréats ne soient pas accompagnés loin, puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir développer un maillage territorial. Sauf quand c'est une demande. On en a certains qui l'ont fait et du coup, ils ont été accompagnés à Paris. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Des questions concernant si je suis déjà incubée, est-ce que je peux candidater quand même? Alors, tous les cas de figure sont existants, mais globalement, je vous le déconseille. D'abord parce que vous risquez de faire deux fois le même accompagnement, parce que même si on change un peu de sujet, c'est quand même des cycles qui sont... où il y a des parties collectives, par exemple, que vous aurez déjà vues ou qui vous intéresseront quand même nettement moins. Un accompagnement, ça prend du temps, ça mobilise. Donc, les enchaîner, je ne suis pas sûre que ce soit idéal pour votre projet. Et de toute façon, dans le prix Fondation Cognac Jet, on a une moyenne de 350 à 400 candidatures par an. Donc, ça fait beaucoup de gens pour pas beaucoup de lauréats. On va clairement donner la priorité à ceux qui n'auront pas encore eu le bénéfice de ce qu'on peut leur offrir. Donc, vous ne serez pas prioritaire si vous avez déjà été incubé juste avant. Alors, si ça fait 3 ans, la question ne se pose pas. Mais si vous venez de finir une incubation, enchaîner sur une autre ne me paraît peut-être pas être la meilleure des solutions. Voilà. On va aller vite sur cette partie-là, qui est une partie qui peut être quand même assez facilement traitée en regardant le site. Oui. Mais on voulait quand même revenir sur 2-3 points. Je te laisse continuer, Nicolas. Oui. Quelques mots sur les annexes, parce que comme le disait Georgia, on va, au moment d'analyser les dossiers, on a beaucoup de dossiers à consulter. Donc, le mot d'ordre, c'est d'être le plus synthétique possible et d'aller vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire que même pour le dossier en lui-même, j'ai eu quelques questions déjà concernant la longueur des réponses. On vous communique des modèles pour répondre à nos questions. Il y a des espaces qui sont réservés. Vous pouvez bien sûr prendre un peu plus d'espace, mais n'essayez pas de trop en mettre. Essayez de chercher la concision, l'esprit de synthèse pour qu'on puisse rapidement voir de quoi il s'agit. En ce qui concerne les annexes, donc, alors on l'a mis dans l'ordre, les photos, les vidéos, les flyers, le budget très synthétique. Nous, ce que ça nous permet, les annexes, c'est de rentrer un peu dans votre univers. Donc, une bonne photo où on vous voit, je dirais même une bonne ou une moins bonne photo. Ne cherchez pas forcément à exceller dans la définition, dans le type d'image. Mais on veut voir où vous êtes, on veut voir votre environnement, mettre un visage. J'en profite d'ailleurs pour dire aussi qu'on s'adresse à un porteur de projet, c'est-à-dire que tout le long de la mécanique du prix, on a un contact avec une personne qui porte le projet et qu'on va recevoir devant le jury et qui se verra remettre ensuite le prix si elle est lauréate. Évidemment, si quelqu'un d'autre dans l'équipe est plus à l'aise à l'écrit pour constituer le dossier, vous pouvez le faire en équipe, mais on a besoin de mettre un visage sur le projet et même pour des objectifs de communication pour vous par la suite quand on viendra parler de vous. Voilà, donc photo, vidéo, une vidéo c'est toujours un plus, c'est pas indispensable, donc ne vous sentez pas obligé absolument d'en mettre une, mais si vous avez des éléments, c'est très bien. Et voilà, ensuite les flyers, plaquettes, là encore, ce sont des éléments qui viendront compléter, mais oui, alors je souligne compléter, hein, c'est-à-dire que ça nous est permis d'avoir des dossiers qui étaient des flyers. C'est-à-dire qu'à la place du dossier à télécharger et à remplir, on a récupéré la plaquette. Bon, ça, pour nous, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que
Vous remplissez le dossier ou vous ne le faites pas si vous n'avez pas l'intention de candidater, mais le flyer ou la plaquette ne sont pas des éléments suffisants. Ce sont des annexes que vous pouvez éventuellement ajouter si vous en disposez, puisque tous les projets n'en disposent pas et ce n'est pas du tout un problème. Ok, je passe? Oui. Donc, juste ça, c'est un petit rappel de ce qu'on vient de vous dire. Et oui, ne mettez pas 50 photos, hein, ce n'est pas du tout la peine. En plus, vous allez encombrer votre dossier. Alors ça, c'est une photo type, juste pour vous rappeler un point important, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment mieux ancré que ça ne l'était à l'époque où on a commencé à en parler. Faites attention aux photos quand vous avez des dits bénéficiaires ou des personnes que vous accompagnez dans vos projets, et même d'ailleurs quand ce sont vos collaborateurs, bénévoles, salariés, etc. Il faut toujours avoir... J'ai pas mis la question dans le sondage. Les droits sur les images. Hein, il faut que vous fassiez signer les droits d'image. Et si jamais vous ne les avez pas, ou c'est compliqué de les avoir, ou de toute façon vous préférez respecter un certain anonymat, vous pouvez toujours tricher en faisant des photos comme ça, où on évite que ce qu'on ne veut pas rendre reconnaissable le soit. D'accord ? Faites-y attention, prenez cette habitude, parce que quand on fait des petites exceptions en se disant oui, mais c'est pas grave, c'est juste pour le dossier, en fait, souvent on prend un mauvais pli et ça peut avoir des conséquences. Alors, si vous avez encore des questions, déjà, il y a une FAQ sur la plateforme de candidature. Donc ça, c'est très important. En fait, vous êtes nombreux et vous posez souvent les mêmes questions. Donc nous, chaque année, on a construit une foire aux questions dans laquelle on abonde, hein, Nicolas, chaque année, notamment grâce à tous les mails que vous lui envoyez et auxquels Nicolas répond. Donc, il y a déjà probablement une partie des réponses qui sont sur la foire aux questions. Et puis, l'équipe du prix vous répond sous 24 heures sur ce mail-là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser là. Alors, ce n'est pas des questions techniques. C'est-à-dire, attendez, je déroule. Hop. Si vous avez des questions techniques sur la plateforme de la candidature, par exemple, je ne sais pas, j'ai mis mon dossier, mais j'ai l'impression que ça a bugué, ou j'arrive pas à le télécharger, ou voilà. Là, vous pouvez utiliser la messagerie, la plateforme de candidature. Si vous avez des questions vraiment de fond, j'hésite vraiment entre vision et accélération, je suis un cas un peu particulier, j'ai un doute, vous pouvez utiliser l'adresse prixfondation@connectg-.fr. C'est Nicolas qui est derrière et c'est toute notre équipe qui vous répond. Si Nicolas a un doute, on répond collectivement. Donc ça, c'est déjà un point de départ. Et puis, évidemment, on va aussi tout simplement prendre vos questions dans les minutes qui... Alors, éventuellement, on a une dernière lauréate qui est parmi nous, Christelle Cuinet et Céline. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Céline Donnet? Oui. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre projet? Vous étiez lauréat l'année dernière. Et puis, j'aurais souhaité que vous nous parliez d'un autre accompagnement qui était celui en communication dont vous avez bénéficié, si vous voulez bien. Alors, bonjour. Donc, là, c'est Christelle qui parle. Nous, on a été vraiment super bien accompagnés par la Fondation Cognac G. Je voulais juste revenir un petit peu sur la journée où on est intervenu, où on est passé devant un jury. Ça a été vraiment une journée très riche où on a pu rencontrer tous les projets et puis toutes les associations qui avaient été retenues. Et le jour de l'oral, pour petite anecdote, j'ai été repérée par un journaliste de France Inter et j'ai pu passer sur la matinale quelques temps plus tard. Donc ça avait été assez chouette parce que ça nous a donné une belle visibilité nationale. On a eu plein d'appels derrière. Et puis, effectivement, au-delà du prix qui nous a permis d'accompagner 2 personnes malades sur le terrain, donc de faire des livres avec elles, on a eu un très bel accompagnement au niveau de la communication. Et là, je vais laisser Céline en parler, parce que c'est elle qui a fait tout ce travail avec Make Sense. Donc oui, comme l'a dit Christelle, voilà, nous, notre projet, c'est d'accompagner par l'écriture les personnes qui sont gravement malades ou en fin de vie, donc quel que soit leur âge et quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Et donc, pour mettre un petit peu en œuvre tout ça, on a plein d'outils plutôt qui dataient un petit peu, qui n'étaient pas forcément souvent refaits ou réinterrogés.
Et là, c'est vrai que l'accompagnement qu'on a eu, alors on en a eu pour le coup plusieurs, mais qui ont tous été très bénéfiques. J'aurais très bien pu parler aussi de la mesure d'impact, mais celui sur la communication, il y a eu un travail de fait qui était juste, c'était magique en fait, parce que l'équipe qui nous a contactés, on a discuté un peu ensemble, on a envoyé aussi nos supports existants, et en fait, ils ont compris ce qu'on faisait, sans forcément voilà, qu'on passe des journées entières ensemble. Là, ils ont compris ce qu'on faisait, ils ont tout à fait cerné ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Et en fait, aujourd'hui, on a un nouveau logo et une nouvelle charte graphique. Donc, en fait, on a gagné. On s'est rendu compte qu'on avait perdu du temps avant et on a gagné en fait du temps. On va pouvoir refaire tous nos supports, partir sur un site internet, nouveau site internet, actualisé, avec des nouvelles couleurs, une nouvelle charte. Et ça, c'est vraiment extra, parce que voilà, ça nous manquait, ça nous faisait défaut, et on aurait pris, je pense, encore une grosse année dans la vue si on n'avait pas eu cet accompagnement-là. Ouais, super. Je Merci. transmettrai à mes Non. de votre... Merci à vous. Ouais, merci. Ouais, c'est vraiment un très bel accompagnement que vous proposez, très complet. Absolument. Bon, merci beaucoup. Merci. Je vois les questions qui défilent. Merci encore du témoignage. Je vois les questions qui défilent et le temps qui presse. Alors, je voudrais juste, il y a quelqu'un qui propose qu'on traite les réponses par texte en asynchrone, par mail par exemple. C'est pas impossible. Dans ce cas-là, on fera un copier-coller de toutes vos questions non répondues et on répondra à tout le monde, parce que l'idée, c'est quand même que tout le monde puisse bénéficier des réponses. On va essayer de les prendre un peu vite là, dans l'ordre. Alors, attendez, parce que il y en a beaucoup. Donc ça, on a répondu. Faut-il présenter un budget prévisionnel pour la catégorie vision? Non, vous n'êtes pas du tout obligé, évidemment, à ce stade-là, vous n'en avez pas. Si vous avez une idée quand même de la manière dont vous allez pouvoir financer votre projet, de comment vous allez fonctionner, de combien ça va coûter, en gros, ce serait bien que vous puissiez le dire, mais vous n'êtes pas obligé de présenter un budget prévisionnel. Ça peut faire partie d'ailleurs de l'incubation que de vous aider à le faire. Et quand je dis ça peut, c'est que en fait, c'est avec l'incubateur que vous décidez du sujet que vous allez travailler pendant les 6 mois d'incubation. Alors, là, je vais te laisser répondre, parce que c'est très, très technique. Quelle différence entre le formulaire de participation en ligne et le document Word, document de présentation à télécharger? Les deux sont nécessaires. Oui. On est d'accord que il y en a un, c'est votre formulaire général de participation. C'est votre nom, votre prénom, votre adresse. Enfin, c'est ce qui nous permet de vous reconnaître vite fait. C'est votre fiche d'identité. Et l'autre, c'est le document de présentation du projet. Donc, c'est là que vous allez développer tout votre projet. Donc, c'est très important de remplir les deux. Il y en a un qui est en gros votre fiche d'identité qu'on va coller au début du dossier. Et ensuite, c'est… Je voudrais, Georgia, je me permets, Stéphanie, du prix Fondation Koenigsegg, je me permets d'étayer votre réponse. Le formulaire en question, c'est à la fois, effectivement, comme vous le dites, la fiche d'identité, mais c'est aussi les réponses les plus synthétiques possibles pour qu'on ait un premier aperçu de votre projet, et notamment aussi qui va aider aussi le jury à avoir déjà, je dirais, un résumé de votre projet sur les catégories d'innovation sociale dans lesquelles vous portez votre projet, ainsi que en quoi il est innovant, etc. Ça nous permet d'avoir une vision synthétique de votre projet avant de lire le dossier plus complet. Donc, c'est important que vous le remplissiez, parce que vous savez, c'est toujours pareil, quand il y a beaucoup de candidats, c'est bien d'avoir une première vision et de se plonger ensuite dans le dossier en ayant quand même une idée déjà de ce qu'on va trouver. Alors, je vois budget synthétique, 3 points d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de budget synthétique? Ça veut juste dire, si vous avez déjà un budget classique avec toutes vos lignes, que vous avez l'habitude de faire des budgets, vous nous mettez votre budget normal. Pour ceux qui n'auraient pas beaucoup d'habitude des budgets, vous pouvez faire un truc en 3 lignes avec vos grandes entrées, vos charges, vos produits. Et puis, c'est juste pour avoir une idée du budget de fonctionnement de votre projet. D'accord? Donc, ça peut être synthétique, comme ça peut être tout simplement le budget que vous avez l'habitude d'utiliser si vous êtes un peu plus rodé à l'exercice. Donc, voilà, si vous en avez déjà un, mettez celui que vous avez. Vous embêtez pas à essayer de savoir ce qui est synthétique ou ce qui ne l'est pas. Alors, pour les questions super précises sur le dossier de candidature, je vous invite vraiment à envoyer un mail à Nicolas et on vous répondra plus précisément, parce que là, ça va être compliqué si tout le monde n'a pas le dossier sous les yeux. Alors,
Si notre projet est une création d'entreprise qui s'inscrit pleinement dans l'ESS, il vient donc combler un manque existant et ça considéré comme commercial. Donc, je n'ai pas dû être claire tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que si vous êtes une entreprise commerciale, vous n'êtes pas une entreprise de l'ESS, c'est-à-dire que vous n'êtes pas une entreprise à ESUS, par exemple, ou à lucrativité limitée. Et que donc, par exemple, vous avez inventé une très, très belle tablette qui permet à des personnes âgées, déficientes visuelles et avec des problèmes tactiles de pouvoir interagir avec leur famille. Vous avez sans doute un projet magnifique et qui sera très utile, mais qui ne rentre pas dans le cadre du prix puisque vous allez vendre un produit commercial à des EHPAD. D'accord ? Si en revanche, vous développez, par exemple, il y a des projets qui portent des cantines solidaires, des food trucks pour les migrants, et qui, eux, ont donc une activité commerciale, mais qui a un but solidaire, alors vous rentrez dans le cadre du projet. Après, si la réponse ne suffit pas, là encore, dans des cas vraiment très précis, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Il y a des liens qui vous ont été envoyés là pour aller regarder la liste des partenaires, le FAQ, des vidéos sur nos lauréats qui ont témoigné et d'ailleurs sur les autres. J'ai bien entendu les réponses en asynchrone. Dans ce cas, j'ai l'impression que les 2 porteuses de projet ont été accompagnées. Non, c'est pas le cas. Il y a toujours une personne qui va à l'accompagnement. Alors, ce n'est pas forcément la même que celle qui a rempli le dossier ou que celle qui est venue devant le jury. Ça, c'est à vous de voir si vous êtes une équipe, celui qui est le meilleur en pitch, celui qui est le meilleur pour écrire, et puis celui qui aura le temps et qui sera le plus concerné par l'accompagnement. Mais quand on fait un accompagnement de 6 mois en incubateur, il faut qu'il y ait une personne, une seule, qui vienne et qui suivent l'accompagnement. Donc, il faut la désigner dans l'équipe. Si c'est tout le temps quelqu'un de changeant, c'est compliqué. Donc là, par exemple, c'est vraiment Céline qui a suivi l'accompagnement. Et puis après, Christelle parlait plus généralement de ce qu'elle a vécu dans sa candidature et du prix et dans les rencontres solidaires. Oui, si c'était il y a 2 ans, ça passe pour ceux qui ont le projet de la ruche, là, il y a 2 ans. Quels sont les points rédhibitoires les plus fréquents qui vous conduisent à écarter certaines candidatures? Elle est dure, celle-là. Alors déjà, c'est les dossiers pas complets. C'est les dossiers pas remplis, avec des bouts qui manquent. Voilà, c'est un premier point de départ. Déjà, c'est de faire le job, quoi. Il y a un certain nombre de choses à remplir, à rendre. Il faut les rendre, il faut faire le job. Et après, ça va être vraiment, pour le coup, les deux grandes catégories de critères qui vont nous guider, nous, puis quand je dis nous, c'est le comité de sélection, puis le jury. C'est d'une part les 3 des critères d'éligibilité que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est solidaire, innovant, en développement. C'est-à-dire que quand on voit un projet qui, par exemple, est clairement plutôt dans de la recherche de fonds pour son fonctionnement, parce qu'il en a besoin et il a bien raison d'en avoir besoin, clairement, il ne sera pas prioritaire. Quand on voit un projet qui a sûrement une très belle idée, mais qui n'a pas la solidarité comme vocation première, c'est pareil, ça ne marchera pas. Ça, ça va nous amener à devoir l'écarter, parce qu'il faut bien choisir à un moment donné. Et puis, l'autre grand critère qu'on va utiliser, c'est justement le fait de se dire, mais qu'est-ce qu'on lui apporte à ce projet? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter? Est-ce que le prix va vraiment lui être utile? Est-ce qu'il va lui être plus utile qu'au voisin? Et c'est ça, on va dire qu'à caractère solidaire, innovant égal, à dépôt de projet complet, soigné, qui a mis du temps, etc., égal, à la fin, ce qui va aussi jouer, c'est ça. C'est est-ce qu'on pense qu'on peut être vraiment utile au projet? On peut lui apporter vraiment quelque chose. Et on va essayer d'aller vers ça parce que sinon, on se sent un peu inutile et on trouve ça très, très dommage. En écho à une autre question que je vois qui dit on finit tout juste un incubateur et serait rédhibitoire. Là aussi, à dossier égal, quelqu'un qui vient d'être accompagné sera peut-être moins favorisé, comme tu le disais tout à l'heure, que quelqu'un qui n'a pas encore accès à tout cet écosystème de l'accompagnement de l'ESS, etc. quoi. Donc, on cherche aussi à favoriser l'entrée dans ce monde-là, dans cette communauté et dans toutes les ressources qu'on peut y trouver.
Ok. Si on commence le projet en portage salarial, on indique ou on présente le projet comme étant sans statut pour l'instant, vous dites toujours ce qui est vrai. Vous dites toujours la réalité. Donc, vous expliquez ce que vous êtes maintenant et ce que vous pensez être plus tard. Le comité de sélection et le jury seront à même de comprendre et de juger en conséquence. Mais dites les choses telles qu'elles sont. Parce que pour le coup, s'il y a un truc qu'ils ne vont pas apprécier, c'est de le découvrir après coup. Donc, et puis, a priori, il n'y a pas de raison que ce soit problématique. Mais pour le coup, soyez le plus transparent possible. De toute façon, c'est mieux de faire comme ça. La solitude des veufs et des veuves, moi, je ne connais pas le problème, mais en tout cas, le problème social existe. Donc, à découvrir, mais pourquoi pas. Quel est le nombre de projets sélectionnés? De sélectionner à quel stade? Parce qu'il y a plusieurs stades de sélection. Mais ce qu'on peut vous dire en tous les cas, c'est qu'il y a 20 finalistes et 10 lauréats. C'est déjà un premier niveau de réponse. Nicolas, tu veux ajouter? Alors, je voudrais aussi rajouter quelque chose qu'on n'a peut-être pas souligné. C'est que, évidemment, tous les dossiers qu'on reçoit du prix, on va donc en sélectionner 20 pour être finaliste, 10 pour être lauréat. Ce n'est pas pour autant que les autres passent à la poubelle et qu'on ne s'y intéresse pas. Et là, je fais le rapprochement avec les autres antennes du laboratoire des solidarités. C'est évidemment une source de veille, quelque part, pour notre comité de rédaction Solidarum, qui va aller s'intéresser à différents dossiers qu'on a pu identifier au moment de la sélection, qui ne sont pas passés dans les 20, mais qui nous ont quand même intéressés et qui ont attiré l'attention de notre comité de sélection. Donc voilà, et pour le coup, on reste attentif. Des 2 années précédentes, par exemple, on a vraiment un certain nombre, je sais pas, au moins une dizaine de projets candidats qui aujourd'hui sont des sujets, des ressources de Solidarum. Ça, absolument. Si on est sélectionné mais pas lauréat, la fondation participe-t-elle aux frais? A priori, non. C'est un investissement que vous faites de suivre le prix. Donc, on n'est pas, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Après, on est toujours à l'étude de cas particuliers parce que notre but, c'est aussi de ne pas faire de discrimination. Mais a priori, non. Voilà. On a des gens là maintenant qui lèvent la main. Peut-être qu'on peut leur Oui, donner la parole. Absolument. Alors, on peut inviter Anne Ridao à ouvrir son micro. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé des brochures et des flyers. On peut bien s'en inspirer. On est, enfin, pas forcément copier-coller, mais on peut bien s'inspirer dans nos réponses. C'était un point que je voulais vérifier. Oui, bien sûr que vous pouvez, mais faites attention à ce que ça corresponde vraiment à la question qui est posée. Oui, bien sûr. Okay. Après, tout à fait, s'il se trouve que vous y avez répondu, reprenez votre paragraphe, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que parfois, voilà, lisez bien les questions. Ok, bien sûr. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Karine Noir, vous voulez poser une question? On vous écoute. Oui, en fait, j'aurais voulu connaître la proportion par rapport au dossier, d'une part déposé et d'autre part par rapport au dossier finaliste, enfin lauréat, on va dire, la proportion dossier parisien, enfin Île-de-France et province, à peu près, hein, juste pour avoir une idée. Alors, ça dépend des années, mais l'année dont je suis le plus fière, c'est l'année dernière. Ouais. C'était 9 provinces et 1 parisien. D'accord. Donc, voilà, et c'est notre objectif, c'est-à-dire qu'on travaille pour ça. On a vraiment des partenaires en région qui font le relais de la communication et qui font remonter des projets. Et donc, c'est comme ça, de la première depuis 2016 à cette année, on n'a fait que progresser dans la représentation des régions au sein des lauréats. L'année dernière, c'était vraiment une année magique, mais on est toujours avec plus de régions que d'Île-de-France. D'accord, oui, parce que l'innovation sociale en région est plus compliquée. Bah, écoutez, en tout cas, je vous assure que ça fourmille d'idées. Hein. Donc là, pour nous, c'était plus l'enjeu, c'était que ça arrive jusqu'à nous, parce que c'est pas si simple d'identifier des prix et puis de candidater, et puis etc. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment nos partenaires en région qui sont les meilleurs relais pour ça. Et bah, ça marche puisque ça remonte, donc on est très contents. On espère que ça va continuer comme ça. Très bien, merci. Merci à vous.
Céline Philippe? Oui, moi j'avais une question, mais je dirais qu'il y a d'autres personnes la posaient aussi. Si on hésite entre la catégorie vision et la catégorie accélération, comment on peut faire le choix? Est-ce qu'on vous demande en privé pour étudier le dossier ou comment ça se passe? Alors, je vais répondre à cette question. Vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail donc à l'adresse du prix pour qu'on étudie plus en détail votre situation. Et puis, si éventuellement le comité de sélection estime que vous êtes trompé de catégorie, enfin, si vous voit mieux dans une autre catégorie, à ce moment-là, il vous proposera de basculer et il n'y aura pas de problème pour présenter votre dossier dans cette nouvelle catégorie, quitte à ajouter quelques éléments si on en a besoin. Mais bien sûr, on est là pour vous accompagner si vous avez des doutes. Ouais. D'accord. Le choix d'une catégorie n'est jamais rédhibitoire. C'est-à-dire que si on repère un très bon dossier qui nous semble ne pas être dans la bonne catégorie, on va le contacter pour lui proposer de changer de catégorie. Et par exemple, Alexandrine Sanchez, dont vous avez écouté le témoignage tout à l'heure, elle avait candidaté dans la catégorie accélération. On lui a clairement dit c'était un projet qui était totalement débutant. Et on a dit non, là, clairement, ça relève de la vision. Elle a changé de catégorie et elle est lauréate aujourd'hui. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas trop, ce n'est pas rédhibitoire. C'est mieux de bien choisir, mais je veux dire, voilà, c'est pas rédhibitoire. D'accord. Donc, la question est, est-ce qu'il y aura 10 lauréats par catégorie? Non, c'est 10 lauréats en tout. La plupart du temps, nous avons moins de lauréats vision que de lauréats accélération, tout simplement parce que dans les candidatures, nous avons en gros 2 tiers, 1 tiers. Et donc, ça se reflète au niveau des lauréats. Ça fait partie des points de progression que nous travaillons à réussir à attirer davantage de projets en émergence, de projets vision, qui ont sans doute plus de retenue à candidater. C'est moins simple de le faire, c'est un processus quand même assez complexe, un prix. Donc, ça fait partie des points d'amélioration pour nous, d'arriver à un meilleur degré d'égalité. Mais en tout cas, c'est 10 lauréats en tout, pas par catégorie. Voilà, écoutez... que fait le laboratoire des ressources non sélectionnées, on vous l'a dit. Alors, c'est-à-dire, les sujets qu'on repère qui nous semblent vraiment intéressants, on va les recontacter pour proposer de faire des ressources pour Solidarum. Après, peut-être qu'il y a une question derrière à laquelle quand même il faut répondre, c'est qu'est-ce que vous faites de nos dossiers? Donc, ils ne sont transmis à personne. On respecte vos données personnelles, donc les dossiers ne vont pas aller se balader où que ce soit. Ils vont être stockés dans nos archives, mais c'est tout. Nous ne les transmettons à personne. Et si nous avons l'initiative de vouloir faire d'un dossier un sujet pour Solidarum, nous contacterons évidemment le projet pour lui demander si ça l'intéresse. Donc, on ne fait jamais rien sans vous le demander. Je pense que c'est important que vous sachiez qu'on n'utilise pas vos données comme ça. Oui, vous pouvez tenter la plateforme d'épargne. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti et puis que vous nous avez très longuement accordé. Donc, merci d'avoir été aussi nombreux. J'espère que cette après-midi vous aura beaucoup intéressé, en tout cas qu'elle vous aura apporté quelque chose. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, de ne pas vous mobiliser pour rien. Et donc, j'espère que vous serez tous des futurs candidats, si en tout cas ça vous correspond et si vous pensez que le prix vous correspond. On a hâte de découvrir tous vos beaux dossiers et de toute façon, on vous souhaite une très, 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 très belle continuation. Merci à tous d'avoir été là. Au revoir. Au revoir à tous.